GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Marie-Christine Pinochet. Bienvenue à ce nouvel épisode de GénérationSoccer.tv. Nous vous présentons aujourd'hui une émission vraiment unique avec la présence de l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens de but au monde, Christophe Lolichon. Christophe encadre les gardiens du mythique Chelsea Football Club en Angleterre. Débutons dès maintenant avec cette entrevue exclusive de GénérationSoccer.tv avec le mentor de Petr Cech, Christophe Lolichon. Le segment Sur la route vous est présenté par Coca-Cola. Christophe Lolichon est l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens de but au monde. C'est lui qui est à la source du succès de Petr Cech et qui entraîne Thibaut Courtois. L'entraîneur des portiers de Chelsea était de passage au Québec pour donner plusieurs formations, en particulier à nos gardiens semi-pro. Christophe Lolichon, entraîneur des gardiens du Chelsea Football Club. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours qui vous a mené jusqu'à Stamford Bridge? Disons que j'ai rencontré des gens extraordinaires et les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était à Nantes. Cette merveilleuse académie qui était certainement l'une des meilleures d'Europe. Lorsque j'avais 23 ans, m'ont demandé si je voulais faire partie du projet de construire la première école de gardien de but, quasiment l'une des premières françaises. Je suis arrivé à Rennes où j'ai fait une rencontre très importante en la personne de Petr Cech et nous avons collaboré une seule saison à Rennes, mais après, il y a un moment donné où on lui a demandé à qui voudrait s'entraîner à Chelsea une fois qu'un staff avait été évincé. Il a suggéré mon nom et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à Stamford Bridge. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette relation spéciale? Vous avez parlé justement de celle que vous avez avec Petr Cech. Oui, avec Petr, c'est vraiment spécial parce que nous travaillons ensemble depuis 9 ans. Et en 9 ans, on a le temps d'établir une relation très forte, même dans un cadre hors football. Nous avons demandé à Christophe s'il utilise des méthodes particulières pour organiser ses entraînements. Mais moi, quand je prépare une séance, j'ai une feuille blanche devant moi. Je ne regarde jamais ce qui s'est passé avant. Je sais l'objectif que je veux atteindre. Ce qui m'importe, c'est que les gardiens de but qui sont avec moi ne soient pas des machines qui exécutent un exercice. Je veux des gardiens de but qui pensent. Je veux des gardiens de but qui soient surpris. Je veux des gardiens de but qui réfléchissent pour prendre des décisions. Parce que pendant le match, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des décisions. Et on n'a jamais la même situation qui se répète dans un match. Je ne répète jamais la même séance. Jamais. Je veux surprendre les gardiens. Plus les gardiens vont être amenés à gérer la surprise, moins ils vont être surpris. Vous travaillez avec des gardiens au top, comme par exemple Cech ou Courtois. Est-ce que c'est difficile de les garder motivés à toujours vouloir évoluer et s'améliorer? Si ces garçons-là sont arrivés au niveau, c'est qu'ils avaient la volonté d'arriver au niveau et une fois arrivés, de se maintenir au niveau. Donc la motivation, je dirais qu'elle est interne, elle est intrinsèque. Ça fait 9 ans que Petr Cech, il s'entraîne chaque semaine pour jouer le week-end, même cette année où il était comme numéro 2. Travailler avec les meilleurs gardiens au monde, c'est déjà un exploit en soi. Mais cette fois-ci, Christophe nous dit ce que c'est que de travailler pour José Mourinho, le Special One. Je pense que c'est lui qui s'était autodéterminé Special One, déjà. Mais en tout cas, le fait de considérer José Mourinho comme un des grands entraîneurs qui existent aujourd'hui est tout à fait mérité dans le sens où, en effet, on n'arrive pas à ce niveau-là simplement sans travailler. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son travail, c'est quelqu'un qui est très très fort dans l'analyse de l'adversaire. Il a une philosophie de jeu qui est différente de d'autres entraîneurs qui sont très connus. On doit la respecter, pourquoi? Parce qu'elle permet de gagner des titres. Nous n'avons pu nous empêcher de demander aux Français d'origine ce qu'ils pensent du soccer anglais. Une chose qui ne pourra jamais changer, c'est la place du football en Angleterre. Les gens sont des fans, c'est absolument énorme. Vous n'avez pas en Angleterre un club ou deux clubs qui sont capables de gagner le championnat, comme en Espagne, comme en Allemagne, comme en Italie ou comme en France. Vous avez un top. On parle du top 5, on peut parler du top 4, du top 6. Quand vous avez Manchester City, Arsenal, vous avez des clubs qui commencent à pointer le bout du nez, comme on dit, comme Tottenham. Vous avez Liverpool qui veut redorer son blason. Vous avez Manchester United. Vous avez Chelsea. Vous savez, le championnat d'Angleterre, c'est peut-être pas le plus beau du monde, mais c'est sûr, c'est le plus difficile du monde. Parce que les écarts de points que vous voyez dans certains pays, en Angleterre, c'est tout à fait impossible. En plus, on a cette capacité, parce qu'il y a une capacité financière à attirer les très très bons joueurs. Mais au-delà de ça, parce que beaucoup de gens se limitent à ça, à parler de la puissance financière du football anglais, il y a cette culture. Et quand les étrangers viennent, qui s'appellent Ronaldo, qui s'appellent Ballack, les étrangers, ils sont obligés de s'adapter à la culture anglaise. Et la culture anglaise, elle vous interdit une chose, c'est de marcher sur un terrain. Les entraînements de Christophe ont beaucoup fait sortir nos gardiens québécois de leur zone de confort.
Ces méthodes diffèrent complètement de ce que nous connaissons au Québec car elle fait appel à plusieurs sens chez les athlètes. Waouh, j'ai du boulot à faire. Je suis loin. Des fois, tu essaies de regarder à la télé, on a de l'espoir, on se dit, c'est quoi la différence entre mon niveau ici et le niveau là-bas? Et là, tu vois qu'il y a une gap. En fait, la gap est énorme. J'ai remarqué ça dès l'entraînement et ensuite par comment il entraînait ses gardiens. Tu réalises vraiment, tu prends un coup dur et là, tu te poses la question, OK, si je veux être même pas professionnel, si je veux être bon un jour gardien, c'est tout ça qu'il faut que je fasse. En 1 heure, il a pu démarquer, il a pu savoir chaque faiblesse de chaque gardien. J'ai appris des choses que moi-même, je savais pas. Moi, je croyais que mon côté faible, c'était à gauche. J'ai vu que c'était à droite. Tes adversaires qui t'écoutent, ils vont savoir que ton côté faible est à gauche. Là. Faut que tu travailles fort. Là. Ouais, Longueuil, on est quand même premier avec 3 blanchissages, alors ça va. C'est bon, c'est correct, vous êtes safe. Christophe est bien au fait que le soccer a pris une très grande place en Amérique du Nord avec 200 000 joueurs au Québec seulement et la présence de la MLS aussi. Voici comment il voit le futur en ce qui nous concerne. L'un des futurs grands gardiens de demain viendra du continent nord-américain. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se jouent à la main avec des balles. Il y a une évolution du physique des athlètes, et notamment aux USA, qui est énorme. Et donc moi qui suis un adepte des grands gardiens, avec une envergure très importante, je suis absolument persuadé qu'un gardien de demain, un grand gardien de demain sera issu du tissu américo-canadien ou canado-américain. Maintenant, mon boulot à moi, c'est de mettre en place un réseau qui me permettra de connaître éventuellement l'arrivée d'un jeune talent ou de plusieurs jeunes talents pour établir un suivi. Puis aussi la qualité des gardiens que j'ai pu rencontrer. Et là, ici, nous sommes dans une université et j'ai vu des garçons qui avaient des qualités. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir. Bien joué, ça! Bien joué. Après la pause, l'une de nos légendes qui a la plus longue feuille de route au pays et qui n'a pas la langue dans sa poche, John Limniatis. John Limniatis est connu dans toutes les sphères du soccer canadien. Avec ses 45 sélections officielles en équipe canadienne, il est l'un des seuls joueurs de sa génération à avoir vu son contrat acheté par une équipe européenne. Karim Benhamer l'a rencontré. John Limniatis est un monument vivant de notre soccer canadien. Celui qui a été intronisé au Panthéon du sport en 2013 fait maintenant profiter le club de Lakeshore de son expérience en tant que directeur technique. C'est plus qu'un travail pour moi à Lakeshore. Alors, je veux faire bien pour mon travail, mais je veux faire bien pour les jeunes et le monde qui sont là. Je peux vous dire que c'est un superbe club. Ils développent des joueurs pour de meilleurs niveaux. Le côté féminin, on a plusieurs filles qui sont avec le centre national. John, tu as passé toute ta vie dans le foot et tu y es toujours. Est-ce que après autant d'années, le soccer te plaît encore autant? Pour jouer, non. J'ai pas envie à jouer, mais le développement des joueurs, de voir du jeune fille et garçon qui se développe, c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de passion pour. Quels sont tes souvenirs les plus importants dans le sport? De jouer avec l'équipe canadienne, de jouer professionnel ici à Montréal, où j'habite. Gagner le championnat avec l'Impact, être un coach professionnel. Alors, il y a plein de choses que je suis très fier d'avoir fait. Tu as joué professionnel en Grèce, c'est pas tout le monde qui le sait. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de cette expérience? C'est un monde un peu différent d'ici par rapport au stade, par rapport aux spectateurs. Beaucoup de malades qui sont là par rapport à ce sport-là, qui n'ont pas le droit de ne pas jouer bien parce que tout le monde est vraiment impliqué. Je joue en première division avec un assez grand club et pour jouer dans des places comme ça prend plus que le talent, ça prend un caractère assez dur. Quelque chose qui est malheureusement difficile pour plusieurs. Est-ce que c'est ce côté négatif de la pression qui a fait en sorte que tu reviennes ici? Non, c'est pas du tout le cas. C'était pas négatif, c'était simplement une autre expérience pour avoir la maturité plus tard. Mais revenir, c'était pas nécessairement la raison que je suis revenu au Canada. Nous n'avons pu nous empêcher de demander à John ce qu'il pense des performances de l'équipe masculine canadienne. D'être sans quelque chose maintenant classé au monde, c'est vraiment quelque chose qui je suis très déçu parce qu'on n'oublie pas qu'en 86, on a fait la Coupe du Monde. Puis comme moi je joue, on est au moins 40e. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs des erreurs qui ont été faites pour plusieurs années. L'argent, puis les capacités de certains mondes d'avoir du leadership et d'avoir de la connaissance. Son périple avec l'Impact de Montréal maintenant.
Tu as passé de nombreuses années avec l'Impact de Montréal. Est-ce que ta carrière là-bas s'est terminée comme tu aurais voulu? Non, honnêtement non, mais ça n'a pas fini et mes relations maintenant avec l'Impact ne sont pas les meilleures. Je voulais justement en venir. Comment tu les décrirais à l'heure actuelle, tes relations avec ton ancienne organisation? Il n'y a pas vraiment de relation, honnêtement. Ils ont choisi peut-être d'impliquer certains, puis laisser certains d'autres pas impliqués. Ça semble qu'il y a certains mondes qui ont donné assez, qui ont été vraiment oubliés. Sous ses apparences parfois dures et son sens de l'humour, nous sentons très bien que les plaies de John ne sont pas encore refermées quand il s'agit de l'Impact de Montréal. Il n'a pas souhaité en parler plus devant la caméra et nous avons respecté son choix. John, nous savons que tu es quelqu'un d'extrêmement passionné. Certains disent que tu es vraiment trop extrême par moment et que tu t'emportes beaucoup quand tu coaches. Qu'est-ce que tu leur réponds? Écoute, il y a pas seulement la nouvelle technologie, mais il y a de nouvelles pilules qui se trouvent dans le marché. Alors, il y a plein de choses qui m'aident par rapport à ça. Je suis quelqu'un qui veut que les choses arrivent, puis je veux le meilleur, même si ça ne semble pas de temps en temps. Mais je veux la meilleure pour tout le monde. Puis je pense qu'il y a une chose qui manque, honnêtement, ici au Canada, c'est la passion, la culture du soccer, que moi, je pense que j'ai plein de ça. La passion, c'est quelque chose qu'il faut que je contrôle un peu mieux. La passion, c'est bon. Des fois, tu fais des choses par rapport aux passions qui ne sont pas les meilleures. Je suis 48 ans, alors je plie des choses, puis je suis un peu plus calme qu'avant. Justement, on nous a raconté une anecdote. Il paraît qu'il y a quelques années, tu t'es vraiment emporté contre un arbitre dans un stationnement de Vancouver après un match pour lequel tu étais entraîneur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les faits? Oui, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est un arbitre national. Moi, j'aime pas le monde qui sont des tricheurs. Une chose que je n'aime pas, c'est les tricheurs. Puis lui, je peux te dire, je ne veux pas dire son nom, mais c'était un tricheur, un grand tricheur par rapport... C'était une mauvaise image du côté de l'arbitrage canadien, qu'il était le seul vraiment que j'ai une passion de ne pas aimer. C'était clair que si lui, il veut que tu gagnes, tu gagnes. S'il ne veut pas que tu gagnes pas. Alors, ce n'est pas des choses que moi, j'aimais énormément, puis il y en a eu plusieurs difficultés. Il paraît que tu es quelqu'un de très à l'ordre dans tes affaires. Tes papiers, tes crayons, tout doit être à la bonne place. Est-ce que certains se sont déjà fait un plaisir de virer ton bureau à l'envers? Par exemple, tu as mentionné les frères de Santos? Oui, eux autres. Puis tous mes coéquipiers essayaient de faire des choses comme ça. Ils ont été jaloux. C'est ça le grand chose, jaloux. Pour terminer, John, tes objectifs, tes plans professionnels et personnels? De prendre soin de mes enfants. Et puis en même temps, mes enfants qui sont les joueurs que je suis avec. Je veux le meilleur pour eux. Ils sachent, même si je suis un peu dur. Mais je veux que le soccer grandisse encore plus. John, merci beaucoup pour ta générosité. Merci à vous. John Limiatis, un monument, une légende qui a un héritage extraordinaire dont le Québec pourra profiter pendant encore longtemps. Après la pause, nos joueurs et joueuses les plus prometteurs du Québec. En cette année de la Coupe du monde féminine de 2015, nous vous présentons un reportage au sujet d'une jeune espoir du Centre national de haute performance à Laval. C'est dans ce lieu que les joueuses sont perfectionnées pour l'équipe nationale canadienne. Goran Bratic a rencontré 2 joueurs du Centre national. Le segment Les joueurs de l'heure vous est présenté par Kinatex Sport Physio. Marika Gay, 15 ans. Dépistée très jeune par le Centre national de haute performance, Marika est une dribbleuse hors pair. Sur le terrain, sa détermination et sa combativité font d'elle une menace constante pour les joueurs adverses. J'aime ça provoquer, dribbler les défenseurs. J'ai beaucoup de créativité. Les milieux de terrain sont normalement d'excellents passeurs. Comment va ton jeu d'équipe? J'ai un super bon jeu d'équipe. J'aime créer des occasions aux attaquants, comme j'aime recevoir des occasions aussi. Donc oui, ça va bien. Marika apprécie la qualité du soccer pratiqué au Centre national. Le CNHP, ça m'apporte énormément.
puisque tous les jours, je joue avec des joueuses de mon calibre, les meilleures de la province. Donc, ça me permet de pousser mes limites à tous les jours et de compétitionner contre les meilleurs joueurs, en fait. Est-ce que tu envisages peut-être faire une carrière? Et serais-tu prête à t'exiler, par exemple, en France pour aller évoluer dans une ligue? Oui, je serais prête à faire tout pour mon sport. Le soccer, c'est ma passion. Puis, on doit parler du soccer féminin parce que moi, je pense que dans quelques années, le soccer féminin, ça va de mieux en mieux. Puis, on peut faire de grandes choses avec ça. Marika a tendance à se compliquer la vie, un aspect de son jeu qu'elle doit améliorer. Ton coach nous disait que tu devais apprendre à jouer plus simple, à arrêter de te compliquer la vie. Tu répondrais quoi à ces petites critiques? C'est tout à fait vrai. Des fois, j'ai tendance à vouloir impressionner. Puis j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais des fois, trop, c'est trop. Donc, je dois apprendre à jouer plus simple, c'est vrai. C'est quoi les plans à court terme pour toi? En fait, moi, je veux continuer à améliorer mes points faibles pour éventuellement faire partie de la prochaine Coupe du monde en Jordanie. Donc, je te remercie et je te souhaite la meilleure des chances pour la prochaine année. Merci à vous. À 14 ans, Yannick possède une excellente vision du jeu et surtout beaucoup de caractère. Surclassé, il joue régulièrement avec les espoirs U16 du Centre national. Je suis un joueur qui est généreux, qui aime beaucoup distribuer le ballon, puis je suis très agressif au duel. On nous a dit que tu avais l'opportunité de te joindre à l'Académie de l'Impact. Pourtant, tu as refusé l'offre. Pourquoi? J'ai parlé aux recruteurs de l'Académie de l'Impact et ils m'ont dit que pour l'instant, ils ne faisaient pas de surclassement, donc c'est ça qui a fait pencher mon choix. Le côté physique avec les plus vieux, ça te fait pas peur? Justement, quand on prend des bonnes habitudes, puis ça me permet de jouer plus vite, puis c'est ça qui essaye aussi d'éviter les blessures ou les contacts physiques. Véritable numéro 10, Yannick doit apprendre à gérer le terrain, surtout lors des situations défensives où le positionnement reste primordial. C'est quoi les points que tu dois améliorer dans ton jeu? De trop être attiré par le ballon. Par exemple, mon milieu défensif, il a le ballon, il fait une mauvaise relance, mais moi, j'essaie toujours d'aller récupérer l'erreur qu'il a faite pour qu'on puisse ensuite relancer, mais je dois rester à ma position, puis faire ce que j'ai à faire, puis rester à ma position. Joueur travaillant, Yannick a des plans bien précis pour le reste de l'année. De continuer à rester dans ce classement dans mon sport-études, puis aussi de tenter de continuer à être accepté dans l'équipe nationale. Merci beaucoup, Yannick. C'était un plaisir. Je te souhaite la meilleure des chances pour toute l'année. Merci beaucoup. Il ne faut que 5 minutes pour préparer une crêpe qui vous permettra d'optimiser vos performances. C'est ce que nous verrons tout de suite après la pause. Il ne faut que 5 minutes pour préparer une crêpe qui vous permettra d'optimiser vos performances. C'est ce que notre chef Stéphane Fontaine nous explique dans le topo qui suit. Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. Stéphane, aujourd'hui, on a droit à une recette de crêpes riche en protéines. Oui, en fait, la recette que je vous prépare aujourd'hui, c'est un œuf au plat sur une galette de sarrasin avec une garniture argenteuil. Et pourquoi le choix de farine de sarrasin? En fait, la farine de sarrasin est une farine très riche en protéines. On parle de 5 grammes par portion. On va farcir la galette avec des asperges, des épinards et des tomates fraîches. Bien, j'ai bien hâte de voir ça. On y va. Notre crêpe protéinée contient 650 calories, 85 grammes de glucides et 35 grammes de protéines. Il est recommandé de la manger au moins 3 heures avant un match. Vous aurez besoin d'épinards, d'asperges fraîches blanchies, de tomates andées, d'œufs, d'huile d'olive et d'un mélange de crêpes au sarrasin. Dans un poêlon, versez une louche du mélange à crêpes au sarrasin et étendez uniformément la préparation en faisant un mouvement circulaire. Une fois l'apparition de bulles, tournez la crêpe de l'autre côté. On farcit la crêpe avec les épinards, les asperges et les tomates andées. On plie en deux la crêpe et on met au four à 350 pendant 2 à 3 minutes, le temps de cuire l'œuf miroir. On dispose l'œuf sur la crêpe et le tour est joué. Stéphane, tu nous as fait une belle assiette qui, encore une fois, va permettre aux joueurs d'optimiser leur performance sportive. Bravo! Merci. En fait, santé, il n'y a pas vraiment de sauce à l'intérieur. On a vraiment joué sur la technique de cuisson qui est un œuf au plat, un œuf miroir. Mais quand même, ce sont des belles alternatives. Oui, effectivement. Merci. Plaisir. On va aller voir Ève Crépeau qui répond à la question de nutrition de la semaine.
Je suis avec Ève Crépeau pour la question nutrition de la semaine. Ève, pourquoi c'est important d'éviter toutes les formes de gras et même les bons gras comme l'huile d'olive avant un entraînement ou un match? En fait, c'est simple, c'est parce que les gras sont beaucoup plus longs à digérer que par exemple les glucides qui, eux, sont une bonne source d'énergie avant un match. Donc avant un match, avant un entraînement, on va favoriser un plat, par exemple un plat de pâtes sauce tomate, qui lui est riche en glucides, contrairement à un plat de pâtes sauce Alfredo, très riche en crème, donc très riche en gras, qui lui peut occasionner des maux de ventre, nuire à la performance, donc c'est vraiment pas l'idéal. Merci Ève. Ça me fait plaisir. On est à la boutique Passion Soccer à Saint-Léonard et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Guillaume de chez Diadora qui vient nous présenter les nouveautés de cet été. Bienvenue Guillaume. Merci pour l'invitation. Alors Guillaume, dis-moi, comment l'entreprise s'est fait connaître? Diadora, c'est une marque emblématique en Italie qui a été développée en 1948, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et était connue étrangement pour faire les meilleurs souliers de montagne en Italie. Et par la suite, dans les années 60, ils ont développé plutôt leur activité dans le domaine sportif, notamment avec le tennis, le vélo, course à pied et le soccer, justement. Puis récemment, Geox a racheté l'entreprise. Ça a été quoi les répercussions de cette transaction-là sur vos produits? Exactement, en 2009, Geox, qui est un géant de l'industrie du soulier en Italie, a racheté la compagnie Diadora et du coup a mis dans les souliers sa technologie avec une semelle qui respire beaucoup mieux que les autres. Justement, tu nous as apporté un exemple. Oui, exactement. Donc là, vous pouvez voir la semelle qui représente la technologie Geox avec cette semelle. Au-dessus, vous voyez qu'il y a de l'eau qui est remplie, la semelle, et l'eau ne pénètre pas à l'intérieur justement de ce soulier. Et quand on pompe, vous pouvez voir que l'air passe à travers la semelle justement Geox, sans pour autant avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Puis on voit que ça respire, ça crée Exactement, des bulles. oui, c'est vraiment l'avantage de la technologie Geox et ce qu'ils ont apporté justement à la collection et aux souliers Diadora. Si tu nous as apporté les nouveautés de cet été, qu'est-ce que tu as à nous présenter? Oui, exactement. Donc là, vous avez le soulier DDNL, la nouvelle couleur qui vient juste de sortir. Donc avec la technologie justement de Geox que je venais de vous expliquer un peu plus tôt. Et c'est un soulier très léger, donc qui est fait surtout pour les surfaces artificielles. Ensuite, vous avez le modèle Maracana de Diadora, qui est un modèle très classique de chez Diadora, avec un cuir de vachette. Le lancement de la ligne de course à pied qui va se faire au Canada. Donc comme vous pouvez voir sur la table, un modèle équipé de la technologie Geox également, donc qui respire un peu mieux. C'est plutôt un soulier de course Exactement. de rue, là, Exactement, pas en sentier. Exactement, oui. C'est plus un soulier de course à pied pour les surfaces plates. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir reçu et invité. C'est un grand plaisir d'être ici. Nous espérons que cet épisode de GSTV vous a plu. C'était Marie-Christine Pinochet. À la prochaine. GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola. Ouvre-toi du bonheur et les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. L'équipement sonore de GénérationSoccer.tv est une gracieuseté de Sennheiser.